J'ai réussi à générer plus de 100 000 € de revenus passifs grâce à un business en ligne en l'espace de 4 ans et je crois sincèrement que ce sont ces 6 habitudes qui m'ont permis d'atteindre ce résultat et de continuer à atteindre tous les objectifs financiers que je me suis fixés depuis. Bienvenue sur ma chaîne, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mathieu Maliga, je suis libre financièrement grâce à mon business en ligne. J'ai quitté mon job, ou comme j'aime bien le dire, j'ai viré mon patron à l'âge de 40 ans pour vivre de mes revenus sur internet et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Sur cette chaîne, on parle d'indépendance financière, de business, mais aussi de développement personnel, sujet que j'adore, la preuve avec tous les bouquins sur le sujet qui se trouvent derrière moi. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui m'a permis de franchir le pas et d'atteindre la liberté financière? Numéro 1, apprendre ce que l'école ne nous enseigne pas. Si vous ne savez pas par où commencer pour vous enrichir, alors c'est par là que vous devez commencer. Ça semble tellement évident, mais c'est tellement négligé les amis, j'en perds mes mots. C'est pourtant de loin le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous devez combler le manque d'apprentissage créé par le système scolaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous devez faire la différence entre l'éducation et l'apprentissage. L'éducation, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et l'apprentissage, c'est ce que vous allez apprendre tout au long de votre vie. Autrement dit, on ne cesse jamais d'apprendre. Malheureusement, la plupart d'entre nous pensent que l'apprentissage s'est arrêté le jour où ils sont sortis de l'école. Mais c'est une grave erreur. Comme disait l'un de mes profs en école d'ingénieur, l'école vous apprend à apprendre. En sortant de l'école, vous ne savez rien. C'est là que tout commence. L'école telle qu'on la connaît aujourd'hui a été pensée et conçue dans les années 50 pour former des ouvriers. On est alors en pleine révolution industrielle et le but était de préparer les enfants de l'époque à aller travailler plus tard dans les usines. Le problème, c'est que l'école d'aujourd'hui n'a pas beaucoup évolué malheureusement. Faisons un petit jeu pour vous en convaincre. Voici à quoi ressemblaient les voitures dans les années 50. Il s'agit d'une Renault 4 chevaux sortie en 1948, une vraie révolution pour l'époque. C'est la voiture la plus vendue en France jusqu'en 1955. Et voici la voiture la plus vendue en France de nos jours, la Renault Clio. Une sacrée différence, n'est-ce pas? Et encore, il ne s'agit que de l'aspect extérieur. Si on prend en compte les avancées technologiques comme les vitres électriques, la climatisation, le GPS, je ne parle même pas de la puissance du moteur, la différence est énorme. On fait un bond dans le futur. Si on se place du point de vue de nos parents, ou de nos grands-parents, ou de nos arrière-grands-parents, suivant l'âge que vous avez. Aujourd'hui, on parle de voitures électriques ou même autonomes. Bref, ça évolue sans cesse et à une vitesse phénoménale. Mais revenons maintenant à l'école. Voici une salle de classe des années 50 et voici une salle de classe d'aujourd'hui. C'est la même chose. Des tables, des chaises, tout orienté vers le fameux tableau qui nous faisait tant flipper quand on était enfant, vous vous souvenez? On avait peur d'aller au tableau, c'était stressant car tout le monde nous regarde, y compris le maître ou la maîtresse comme on disait à l'époque. Maintenant, dans certaines écoles, on appelle les instituteurs par leur prénom. Mais bref, à part ça, rien n'a changé. Et pire, c'est surtout ce qu'on apprend à l'école qui n'a pas changé, ou plutôt ce qu'on n'apprend pas. À l'école primaire, on apprend à lire, à écrire et à compter. Plus tard, on apprend l'anglais, la physique, les maths, l'histoire géo, bref, on se cultive et c'est très bien. Mais est-ce qu'on vous a déjà parlé d'argent à l'école? Et je ne parle même pas d'être riche, mais simplement d'argent. Est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'était la sécurité sociale, une mutuelle, les impôts, créer une entreprise, gérer ses finances, un actif, un passif? Non, rien de tout ça, n'est-ce pas? Donc en gros, on n'a aucune éducation financière à l'école. On ne nous apprend rien sur le fait d'emprunter, d'investir, de louer un appartement, d'acheter un immeuble ou de créer un business, y compris sur Internet. Pire encore, je suis sûr qu'aucun de vos profs ne vous a jamais dit qu'il était possible d'avoir plusieurs sources de revenus, pas vrai? Au contraire, on nous fait croire que le seul moyen de gagner sa vie, comme on dit, c'est d'avoir un métier, et c'est tout. Et que le moyen de gagner plus d'argent que quelqu'un d'autre, c'est d'avoir un meilleur métier que lui. Et donc, il faut faire un maximum d'études pour avoir le meilleur métier possible. Mais il ne faut pas leur en vouloir aux profs et à l'école. Après tout, c'est normal, comme je dis à ma fille, est-ce que ton prof d'anglais ou ton prof de maths, par exemple, a plusieurs sources de revenus, lui? Non, il a son salaire de prof et c'est tout. Donc c'est normal que ça ne soit pas
la personne la mieux placée pour te parler d'argent, après tout. Je lui dis, écoute ton père. Mais bref, en résumé, même si on n'essaye plus de nous envoyer dans les usines, comme dans les années 50, en réalité, rien n'a changé pour tout ce qui est en rapport avec l'argent. En fait, le système scolaire est conçu pour que vous restiez pauvre, ou en tout cas, il n'est pas conçu pour que vous deveniez riche. C'est donc à vous de faire votre propre éducation financière et de vous éduquer sur tout ce qui concerne l'argent, surtout en France où l'argent est tabou. Du coup, on n'en parle pas. Donc lisez les livres ou regardez des vidéos comme celle-ci sur YouTube. D'ailleurs, félicitations à vous pour vous instruire au sujet de l'argent. Et surtout, ne cessez jamais d'apprendre. Maintenant, passons au point numéro 2, l'effet projecteur. On dit aussi l'effet spotlight en anglais. C'est un phénomène bien connu en psychologie qui fait qu'on a tendance à croire que tout le monde nous regarde. Vous savez, comme s'il y avait un projecteur braqué sur nous en permanence. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif ou encore une croyance. Ça se passe dans notre tête. On pense que les autres s'intéressent à nous beaucoup plus que ce qu'ils ne font en réalité. C'est la fameuse peur du regard des autres. On fait les choses en fonction de ce que vont penser les autres et surtout nos proches, notre entourage. J'ai moi-même été victime de ce problème et je le suis encore un peu aujourd'hui, c'est vrai, même si ça va beaucoup mieux. Quand j'ai investi dans l'immobilier par exemple, j'avais peur de ce que mes parents allaient penser de ça, eux qui n'avaient jamais investi. Pareil quand j'ai quitté mon emploi d'ingénieur pour vivre de mes revenus sur internet. Et encore aujourd'hui je me dis, que va penser mon entourage de cette chaîne YouTube par exemple? La vérité c'est que les gens s'en fichent complètement de ce que vous faites. Bien sûr que vos parents vont s'inquiéter un peu pour vous ainsi que vos proches ou vos amis. Mais ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça. On pense que les gens vont nous juger en bien ou en mal comme s'ils n'avaient que ça à faire de leur journée. Il y a une citation célèbre qui dit « Vous vous inquiéterez beaucoup moins de ce que les autres pensent de vous lorsque vous réaliserez à quel point ils le font rarement. » Cessez donc de vous inquiéter de ce que pensent les autres. Si vous voulez vous lancer dans tel ou tel projet, alors faites-le tout simplement. Numéro 3. Remettre en question la réponse. Les Américains disent « question the answer », autrement dit « questionner la réponse ». J'adore cette expression, ça veut dire que lorsqu'on vous donne une réponse, il ne faut pas prendre cette réponse au pied de la lettre, mais plutôt se poser des questions quant à cette réponse. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un de vous aider pour un projet et que cette personne vous dit non, ne prenez pas ce non comme un non définitif. Demandez-vous plutôt quels sont les autres moyens d'obtenir de l'aide pour votre projet. Je n'ai jamais autant progressé depuis que j'ai appris à faire ça. Le fait qu'une personne vous dise non ne signifie pas que vous devez abandonner. Vous devez simplement trouver un autre moyen d'atteindre votre objectif. Il existe des centaines de façons d'arriver à la même destination. Parfois, ça veut simplement dire que vous allez devoir frapper à une autre porte ou emprunter un chemin que personne n'a encore emprunté. Vers l'âge de 30 ans, j'ai décidé que j'allais prendre mon courage à deux mains et demander une augmentation à mon patron de l'époque. Pour la première fois après plus de 10 ans de bons et loyaux services, vous savez. D'abord, mon patron m'a dit qu'il devait étudier ma demande, etc. Et au bout de plusieurs jours, il m'a convoqué dans son bureau pour m'expliquer gentiment qu'il ne pouvait pas m'augmenter pour telle et telle et telle raison. J'étais évidemment très déçu sur le moment et il m'a fallu quelques jours pour le digérer. Mais au final, c'est cette expérience qui m'a fait prendre conscience du fait qu'il y avait un plafond à ce qu'il était possible de gagner en tant que salarié. Car quand vous êtes salarié, votre seul moyen d'augmenter vos revenus, c'est de passer par cette case augmentation. Et vous êtes donc dépendant du bon vouloir de votre patron, de votre chef. Mais si vous êtes entrepreneur et que vous vendez vos propres produits ou services, il y a des dizaines de moyens d'augmenter vos revenus. Vous pouvez simplement augmenter vos prix ou vendre plus de produits, ou négocier avec vos fournisseurs et réduire vos coûts ou vos impôts. Vous pouvez lancer de nouveaux produits, de nouvelles idées, de nouveaux services, créer des partenariats, faire de l'affiliation. Bref, il y a 1000 moyens de gagner plus, surtout avec les business en ligne. Grâce à Internet, on peut atteindre des clients dans le monde entier. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'une idée de business en ligne, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et vous aurez accès à une formation 100% gratuite d'environ 40 minutes qu'on a tournée à ma femme et moi, où on vous explique comment on a réussi à gagner plus d'argent et même à quitter notre job tous les deux grâce à Internet et surtout comment vous pouvez le faire vous aussi. Ceci étant dit, retenez que si vous voulez aller d'un point A à un point B, il n'y a pas qu'une seule route pour y arriver. Il n'y a pas qu'une seule personne qui peut vous y aider.
En gros, il n'y a pas qu'une seule manière d'atteindre votre objectif. Vous devrez peut-être prendre quelques détours, c'est vrai, subir des rejets et des échecs, mais croyez-moi, quand on veut, on peut. Surtout maintenant que vous savez qu'il suffit de remettre en question la réponse. Numéro 4, pour gagner de l'argent, il faut en dépenser d'abord. C'est l'un des points les plus importants et j'aurais aimé l'apprendre et surtout l'appliquer beaucoup plus tôt. Lorsque vous parlez d'entrepreneuriat ou de business autour de vous, tout le monde a des idées, mais personne ne veut dépenser un seul centime pour se lancer. Or, c'est une erreur. On ne peut pas gagner d'argent sans en investir au départ. Seulement, la différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus obligé d'investir des milliers d'euros dans un stock ou un local commercial pour créer un business. Aujourd'hui, on a Internet et on peut se lancer en ligne. Mais dans quoi il faut investir alors? Eh bien, en soi, en vous. Comme l'a dit Warren Buffett, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère de la révolution industrielle comme il y a 50 ans. On est dans l'ère de la connaissance. Apprendre n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Vous pouvez acheter des livres en 2 clics sur Amazon et vous faire livrer en moins de 24 heures. On a du contenu gratuit sur YouTube, des blogs, des sites internet, des plateformes avec des formations en ligne comme Udemy par exemple. Bref, il n'y a jamais eu autant de possibilités d'apprendre. Et c'est justement ça le problème, c'est qu'il y en a trop. On ne sait plus par où commencer ou vers qui se tourner. Mais le truc, c'est qu'apprendre avec du contenu gratuit a souvent certaines limites. On passe beaucoup de temps, les informations sont redondantes et parfois contradictoires. Parfois, on ne sait plus à qui faire confiance non plus. Mais il ne faut pas se décourager pour autant. Rappelez-vous du point numéro 1. Vous devez apprendre ce que l'école ne vous a pas enseigné, les amis. Du moins, si vous voulez vous enrichir ou tout simplement apprendre à mieux gérer votre argent. J'ai moi-même dépensé des milliers d'euros dans différentes formations et je n'ai jamais autant appris grâce à des gens qui étaient pourtant au départ des inconnus. L'intérêt d'une formation payante comparée à du contenu gratuit, c'est que vous apprenez un processus, étape par étape. Il suffit de suivre module 1, module 2, module 3, etc. Et on apprend auprès de quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a commis toutes les erreurs et qui peut répondre à nos questions en plus. Ce n'est pas avec des posts sur Instagram ou sur TikTok que vous allez vraiment progresser. Voici un des conseils qui m'a été le plus utile dans la vie jusqu'à aujourd'hui et j'ai plus de 40 ans au moment où je tourne cette vidéo. Si vous voulez apprendre à faire quelque chose, demandez à quelqu'un qui l'a déjà fait. Par exemple, si vous voulez investir dans l'immobilier, demandez des conseils à un investisseur dans l'immobilier plutôt qu'à votre tante Gertrude ou à votre beau-frère qui certes sont très gentils et vous veulent du bien, mais c'est justement ça le problème. Ils n'y connaissent rien en immobilier et comme en plus ils vous aiment bien, ils veulent vous protéger et vont généralement vous recommander de ne pas vous lancer, de ne pas prendre de risques. C'est justement une des raisons pour lesquelles je n'ai rien dit à personne quand j'ai investi dans l'immeuble de rapport que je détiens toujours aujourd'hui. Je ne voulais surtout pas entendre des phrases du genre « oui, l'immobilier c'est trop risqué » ou « tu vas avoir tel et tel problème avec tes locataires, blablabla ». Au lieu de ça, j'ai préféré investir dans une formation auprès d'un investisseur chevronné. Et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie, car grâce à ça, j'ai franchi le pas. J'ai investi dans l'immobilier, chose que je n'aurais jamais fait si j'avais écouté mes proches et mon entourage. En résumé, réfléchissez toujours à 2 fois avant d'acheter le dernier iPhone, mais n'hésitez jamais lorsqu'il s'agit d'investir en vous, pour apprendre et pour progresser. Numéro 5, ne pas succomber au FOMO. Le FOMO, c'est une expression anglaise qui veut dire Fear of Missing Out. Ça veut dire avoir peur de rater quelque chose. C'est un phénomène bien connu en psychologie et aussi très utilisé en marketing. Par exemple, si je vous dis que ce sac à main est en promotion jusqu'à ce soir seulement, vous allez vouloir sauter sur l'occasion, n'est-ce pas? Surtout si vous êtes une femme parce que vous avez peur de louper cette opportunité. Alors qu'en vérité, vous n'avez pas besoin de ce énième sac à main. Vous en avez déjà un, voire même plusieurs. Mais ce n'est pas votre côté rationnel qui parle, c'est votre FOMO. Vous avez peur de louper cette occasion. Mais ce n'est pas vraiment de cette FOMO-là dont je veux parler. C'est plutôt de celle qui est amplifiée par les réseaux sociaux.
Lorsque vous voyez des gens vivre leur meilleure vie sur Instagram, sur TikTok, sortir tout le temps, acheter le dernier iPhone ou le dernier sac à main à la mode, justement, ou une nouvelle voiture et partir en vacances pour la 3e fois dans l'année, vous pensez que votre vie à vous est nulle, pas vrai? Mais ce n'est qu'une illusion, car les gens ne montrent évidemment que les meilleurs aspects de leur vie sur les réseaux, et ça ne veut même pas dire qu'ils sont heureux d'ailleurs, mais c'est ce qu'ils vous font croire. Le problème, c'est que si vous laissez votre FOMO prendre le dessus, vous allez vouloir leur ressembler et gaspiller du temps et de l'argent plutôt que d'avancer sur vos projets à vous et les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Par exemple, si vous en avez marre de votre boulot actuel et que vous voulez au fond de vous quitter votre job et lancer un business en ligne ou investir dans l'immobilier, ce n'est pas en achetant un énième sac à main ou en partant une fois de plus en vacances que vous allez faire avancer ce projet, on est d'accord. Bien sûr qu'il faut prendre du temps pour soi et se reposer régulièrement, partir en vacances, etc. C'est normal, mais n'essayez pas de ressembler aux autres en pensant que vous passez à côté de quelque chose en les voyant. Donnez-vous des objectifs et avancez vers vos projets à vous. Donc la prochaine fois que vous ouvrirez Instagram et que vous aurez envie d'acheter ce nouveau truc, eh bien demandez-vous si ce nouveau truc fera avancer vos projets et vos objectifs. Si oui, alors achetez-le, sinon ne l'achetez pas, tout simplement. Numéro 6, agir d'abord, réfléchir ensuite. Ça paraît contre-intuitif dit comme ça et c'est pour une bonne raison. C'est qu'on nous a appris encore une fois à faire tout le contraire. On nous a appris qu'avant de faire quelque chose, d'entreprendre, il faut réfléchir, planifier, étudier les pour et les contre. Mais le problème, c'est que souvent, une fois qu'on a réfléchi, on n'a rien commencé et surtout, on a trouvé plein d'excuses pour ne pas faire telle ou telle chose. Lorsqu'on analyse trop, on en devient paralysé. Les Américains appellent ça l'analysis paralysis, la paralysie d'analyse en français. Ce n'est pas le fait de réfléchir qui vous fera le plus passer à l'action. C'est ça que vous devez comprendre. C'est le fait de faire. Car c'est l'action qui mène à l'action. Ça veut dire qu'il faut passer la première, commencer quelque chose, et c'est en agissant que les idées arrivent et fusent dans votre tête. Lorsque j'ai appris ça pour la première fois, ça a été un véritable soulagement, car j'ai compris que je n'avais pas besoin de réfléchir autant, qu'il suffisait de me lancer en fait. En commençant quelque chose, les questions arrivent naturellement, donc on cherche des réponses à ces questions, puis on continue à avancer, et il y a d'autres questions qui arrivent, et ainsi de suite. Mais toutes ces questions ne seraient jamais venues à vous simplement en y réfléchissant. Donc, même si vous n'avez pas tout planifié à l'avance, lancez-vous quand même. Vous pourrez toujours réfléchir et changer de trajectoire en cours de route si besoin. Sur le chemin, vous allez apprendre et vous améliorer 10 fois plus que si vous aviez essayé d'y réfléchir avant de vous lancer. Voilà, c'était les 6 habitudes qui m'ont permis d'atteindre le cap des 100 000 € en revenus passifs sur Internet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo ou à tout de suite dans la formation gratuite. Ciao!